Au début, le cimetière était silencieux. Des tentes blanches claquaient au vent. Des personnes en deuil, vêtues de caftans et de pagnes noires, remplissaient la tente. Un cercueil doré repose au-dessus d'une tombe sombre et ouverte, tapissée de ciment frais. Sur le cercueil repose Judith Anderson, PDG milliardaire, reine de 3 tours sur l'île Victoria, les yeux clos, un coton coincé dans les narines et la gorge. Son mari William se tient près du cercueil, un mouchoir plié. Des larmes lui montent aux yeux. Un pasteur s'éclaircit la gorge. 2 employés des pompes funèbres s'avancent pour descendre le cercueil. Puis une voix retentit comme le tonnerre. « Arrêtez, ne l'enterrez pas. » Tout le monde se retourna, choqué par cette déclaration. Certains des participants au deuil ont sorti leur téléphone pour immortaliser le drame. Au fond, un homme vêtu d'un manteau marron en lambeaux se frayait un chemin à travers la foule. Sa barbe est longue et emmêlée. Ses cheveux sont en bataille. Un vieux saxophone est accroché à son épaule, lourd de la vie qu'il porte encore. Les gens s'éloignent de lui comme s'il était une tempête. L'homme pointe du doigt Judith. Sa main tremble, mais sa voix reste immobile. Elle n'est pas morte. Je vous ai dit de ne pas l'enterrer. Qui est-ce? Chuchote quelqu'un. Un sans-abri en marmonne un autre. La sécurité. 2 gardes s'avancent pour le bloquer, mais il fait un pas de côté et continue d'avancer. Le vent soulève son manteau comme des ailes. Il s'arrête au bord de la fosse où repose le cercueil et fait face à la foule. « Je m'appelle Benjamin, dit-il, essoufflé. Écoutez-moi, cette femme est vivante. » William se raidit. Sa bouche se durcit. « Faites sortir ce fou, s'écria-t-il. Monsieur, vous respecterez les morts. Judith est ma femme. Elle est partie. Nous l'enterrons en paix, murmurèrent les personnes en deuil. Le pasteur baisse sa Bible. Les fossoyeurs marquent une pause. Benjamin pointe à nouveau du doigt, fermement. Elle n'est pas partie, dit-il. On lui a administré une substance qui ralentit la respiration et refroidit le corps. C'est un trompe-l'œil. Elle a l'air morte, mais elle ne l'est pas. Donnez-lui le neutralisant. Une vague de choc submerge les personnes en deuil. Quelqu'un murmure neutralisant. Un autre demande, de quoi parle-t-il? Les caméras se rapprochent. Un journaliste se penche. Le visage de Williams se crispe de colère. Ça suffit, dit-il en se tournant vers les gardes. Sortez-le. Mais Benjamin ne bouge pas. Il lève le menton. Williams, dit-il doucement, comme s'il le connaissait. Tu sais ce que tu as fait, et le docteur David le sait aussi. Le nom tombe comme une pierre dans l'eau. Les yeux se tournent vers la gauche. Le médecin de famille David se tient debout. Son stéthoscope glisse dans sa poche, les lèvres pincées. Il regarde Benjamin comme on regarde une porte verrouillée. Pasteur, dit Williams d'une voix sèche, continuez le service. Le pasteur hésite. Ses doigts tremblent sur la page. Benjamin avance lentement d'un pas vers le cercueil. Son regard s'adoucit lorsqu'il regarde Judith. Madame, murmure-t-il presque pour lui-même. Attendez. Puis il élève la voix, vérifie sa bouche, touche son poignet, réchauffe-lui la poitrine. Elle est là. J'ai entendu le plan de mes propres oreilles. Williams a parlé d'un enterrement rapide. Le docteur David a signé le document. Veuillez lui donner le neutralisant. Le silence s'épaissit. Même les tentes cessent de claquer comme si elles écoutaient. Une femme en dentelle violette sort du premier rang. Ses mains tremblent. Si c'est possible, dit-elle, on devrait vérifier. Ce n'est pas nécessaire, rétorque Williams. La sueur perle sur son front. On a tout fait, confirme le médecin. Qu'il vérifie, dit quelqu'un dans la foule, combien ça va coûter? Une autre voix se fait entendre, vérifier. Le murmure se transforme en vague, les regards se rétrécissent vers Williams. Les gardes semblent hésitants. Le docteur David s'éclaircit la gorge. C'est ridicule, dit-il en esquissant un sourire forcé. Le chagrin pousse les inconnus à dire des bêtises. J'ai examiné. Benjamin se tourne vers lui. Doumé ferme? Docteur, elle vous a donné un hôpital. Elle vous a acheté une voiture. Elle vous faisait confiance.
Une lueur scintille dans les yeux du docteur David. Il regarde Williams. Williams hoche légèrement la tête. C'est alors que Benjamin laisse tomber son sac dans l'herbe, s'agenouille près du cercueil et fait une chose simple. Il enlève son manteau et le plie en oreiller. « S'il vous plaît, dit-il au pasteur, à quiconque est assez courageux. Aidez-moi à la redresser un peu, juste un peu. Elle a besoin d'air. Alors, ouvrez juste un peu la bouche. » Silence. Le genre de silence qui fait mal. Une femme âgée s'avance. Son chignon est serré et net. Ses yeux sont humides. « Je suis sa tante, dit-elle. S'il y a une petite chose que nous pouvons faire, nous la ferons. » Deux femmes bougent. Un jeune homme en costume noir place sa main sous les épaules de Judith. Les fossoyeurs reculent pour laisser la place. Ensemble, avec précaution, ils soulèvent Judith juste assez pour que Benjamin puisse glisser le manteau plié sous son cou. De près, le visage de Judith semble endormi. Ses cils projettent de longues ombres. Le coton dans ses narines tranche avec sa peau blanche. « S'il vous plaît, retirez ce coton, dit doucement Benjamin. » Lentement, la tante hoche la tête et, d'un geste délicat, retire le coton. L'air semble à nouveau circuler. Benjamin sort une petite fiole marron de son sac. Elle a l'air vieille, comme si elle avait parcouru de nombreuses routes. Il la brandit pour que tout le monde la voie. Un neutralisant, dit-il. Son corps fut ralenti par une force amère. Cela la ramènera. Williams se précipite, mais deux personnes en deuil s'interposent entre lui et Benjamin. Qui sait? Si ça échoue, on l'enterre. Si ça marche, alors, crache Williams. Et après? Alors, on remercie Dieu, dit la tante, le regard serré. Le docteur David serre les mâchoires. Ne mettez pas ce liquide, dit la tante. Si vous êtes sûr qu'elle est partie, cela ne servira à rien. Laissez-le essayer. Tous les regards se tournent vers la fiole. Le soleil se glisse derrière un nuage et se pose comme une main sur la scène, sur le cercueil, sur la tombe ouverte, sur l'homme en manteau en lambeaux qui ressemble à l'espoir. Benjamin s'agenouille. Ses mains sont maintenant fermes, renforcées par la détermination. Il dévisse le bouchon et plonge le compte-gouttes dans le flacon. Il se tourne vers la tante. « S'il vous plaît, aidez-moi à lui ouvrir la bouche. » La tante glisse doucement un doigt au coin des lèvres de Judith. Le jeune homme en noir soulève un peu plus Judith. Benjamin se penche vers elle. La foule se penche avec lui. Williams tremble. « Si vous faites ça, commence-t-il. » Mais sa voix se brise. Benjamin tient le compte-gouttes au-dessus de la bouche de Judith. « Une goutte, murmure-t-il. Revenez, madame. » Il verse. Une seule goutte claire tombe. Elle atterrit sur la langue de Judith. Le silence régnait, attendant la suite. Benjamin compte à voix basse. 1, 2, 3, rien. 4, 5, un frémissement traverse les tentes. 6, la main de Benjamin tremble. Il lève le compte-gouttes pour une dernière goutte. N'ose pas, crie Williams en s'avançant. La tante lève la main. Reste en arrière. Benjamin serre, la deuxième goutte tombe, et dans ce minuscule espace entre la goutte et la langue, avant qu'elle ne la touche, un son monte de la poitrine de Judith, si faible qu'il pourrait s'agir de gaz ou d'un souvenir. Est-ce une toux? La goutte la touche. La gorge de Judith se contracte, ses lèvres s'entr'ouvrent, et soudain, le chaos règne autour du cimetière. Cris, hurlements, prières et halètements emplissent l'endroit d'un seul coup. Les téléphones s'inclinent violemment, enregistrant ce que personne ne pouvait croire. La main de Judith avait tressailli, et ses lèvres s'entr'ouvrirent dans une faible toux. Le son était si faible, mais il coupait le bruit comme un éclair. Les yeux de Benjamin brûlaient d'espoir. Il se pencha plus près. « Elle revient, dit-il d'une voix tremblante mais assurée. Je vous avais dit qu'elle était vivante. » La tante serra le poignet de Judith et son visage s'illumina. « Elle est chaude. »« Seigneur, ayez pitié, elle est chaude, cria-t-elle. Une autre femme hurla et tomba à genoux en prière, scandant « Dieu est grand. Dieu est grand. » Mais Williams ne fut pas ébranlé. Son visage se tordit de fureur. Tandis que le corps de Judith s'agitait, sa main plongea dans la poche de sa veste. Il en sortit un petit objet métallique.
Son éclat se reflétait dans la lumière du soleil. Benjamin se figea. Était-ce un couteau, une seringue ou pire? Restez à distance, rugit Williams, le regard hagard, de la salive aux lèvres. Elle va sous terre. Vous m'entendez? Sous terre. Deux hommes en costume noir se jetèrent sur lui, mais il les repoussa avec une force désespérée. La foule recula, paniquée. Les mères serraient leurs enfants contre elle. Le pasteur laissa tomber sa Bible, la voix brisée par la peur. Benjamin ne bougea pas. Il resta planté là, son manteau en lambeaux effleurant l'herbe, sa barbe tremblant au vent. Sa voix tonna, plus forte que jamais. Regarde là, Williams. Regarde votre femme. Elle respire. Tout le monde se retourna et là, la poitrine de Judith se soulevait et s'abaissait, faible mais indéniable, une nouvelle toux jaillit de sa gorge, plus forte cette fois. Ses yeux papillonnaient comme de lourdes portes qui s'ouvrent. La foule haleta d'un seul coup. La tante cria, « Elle est vivante !» Elle est vivante. Les lèvres de Judith tremblèrent, laissant échapper un murmure rauque. Pourquoi? Ses yeux plissés, vitreux et confus. Elle fixait l'homme qui se dressait au-dessus d'elle. Sa voix s'éleva, emplie de douleur. Williams, pourquoi? La scène changea instantanément. Williams perdit toute force. Sa main retomba, l'objet métallique lui échappant des doigts. Une petite seringue remplie d'un liquide trouble s'écrasa sur le béton près de la tombe. Des halètements parcoururent à nouveau l'assistance. Les gardes bondirent sur lui, le plaquant au sol tandis qu'il ruait et hurlait. Non, rugit Williams. Elle était censée être partie. Elle était censée. Ses paroles furent interrompues par les gardes qui lui tordaient les bras derrière le dos. La sueur inondait son visage, et le masque de chagrin qu'il portait se transforma en une rage nue. Tous les regards se tournèrent vers le docteur David. Le médecin avait reculé, le visage vidé. Il tira nerveusement sur son col, la sueur ruisselant sur ses tempes. J'ai prononcé ce que j'ai vu, balbutia-t-il. Je croyais qu'elle était partie. La voix de Benjamin s'éleva brusquement. Menteur, tu l'as aidée. Tu as signé sa mort, sachant qu'elle était encore en vie. Ce n'était pas pour atteindre tes capacités. Judith toussa de nouveau, plus fort cette fois. Elle se redressa péniblement avec l'aide de sa tante, les cheveux dénoués, la peau moite de sueur. Ses yeux rouges et féroces se fixèrent sur Williams. Des larmes coulèrent, mais sa voix tremblait de puissance. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» dit-elle, ses mots brisant le silence. Pour mériter ça, Williams se tortilla dans les bras des gardes. La voix de Judith s'éleva, tremblante de colère et de chagrin. « Je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai confié une branche de mon empire. Je t'ai aimé malgré ma richesse, et c'est ainsi que tu me remercies. » La foule explosa en murmures. Certains pleuraient, d'autres secouaient la tête, incrédules. Le regard de Judith se porta sur le docteur David, planté là comme un arbre coupable. « Et vous » cracha-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai construit votre hôpital. Je t'ai donné une voiture. Je t'ai soulevé alors que tu n'avais rien. Comment as-tu pu me trahir avec lui ?» balbutia le docteur David, les lèvres tremblantes. Mais la vérité était déjà claire. Inscrite dans sa sueur, dans son silence. La force de Judith vacillait et elle titubait. Benjamin fut à ses côtés en un instant, la soutenant de ses mains douces et calleuses. Sa voix était douce, maintenant sans fracas. « Doucement, madame, vous êtes en sécurité. » Elle se tourna vers lui et croisa son regard. Ses yeux étaient emplis de larmes, mais sous ses yeux brillait une lueur de gratitude, vive et pure. Pour la première fois, elle voyait au-delà de sa barbe et de son manteau en lambeaux. Elle vit l'homme qui lui avait sauvé la vie. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle, le souffle court. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Benjamin baissa les yeux, la voix rauque comme du gravier. « Parce que je connaissais la vérité, dit-il. Je l'ai entendu hier dans sa voiture. » Il parlait d'enterrement rapide, de silence, de la façon dont l'Empire lui appartiendrait. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Plus jamais. Les personnes en deuil se rapprochaient, suspendues à chaque mot. Judith s'accrochait à son bras, le corps tremblant, la respiration courte mais régulière. Sa voix se brisait lorsqu'elle parlait.
Toi, tu m'as sauvé. Tu m'as rendu la vie. William hurla de nouveau en se débattant contre les gardes. Elle devrait être à moi. Tout aurait dû m'appartenir. Mais ses cris tombèrent à plat, noyés par les prières qui montaient de la foule, par les sanglots de ceux qui avaient aimé Judith, par les regards furieux tournés vers lui. Des sirènes hurlaient au loin. La police arrivait. Benjamin, toujours agenouillé aux côtés de Judith, leva la tête vers le bruit qui approchait. Ses yeux brûlaient, non pas de fierté, mais d'une lueur plus profonde. Le chagrin, le souvenir de sa propre vie brisée, pesait sur lui comme des chaînes, remarqua Judith. Elle lui toucha faiblement la main. « Reste avec moi, murmura-t-elle. Ne me quitte pas. » Tandis que les véhicules de police franchissaient les grilles du cimetière, leurs gyrophares rouges illuminant les pierres tombales de marbre, chacun se retourna pour assister à la fin d'un chapitre et au début tremblant d'un autre. Parce que Judith Anderson, qu'on croyait morte, respirait à nouveau, et que l'homme qui l'avait tirée de la tombe, l'étranger sans abri ignoré, allait tout changer. Les policiers s'avancèrent, les gardes prirent Williams dans leurs bras. Les genoux du docteur David cédèrent et il tomba à terre en sanglotant. La police lut les chefs d'accusation à voix haute, tentative de meurtre, complot, trahison. Mais Benjamin ne dit rien. Il se contenta de maintenir Judith, assise sur son cercueil, la femme qui refusait de mourir. À cet instant, tandis que des éclairs illuminaient son visage buriné, le monde vit Benjamin non pas comme un mendiant, ni comme un fou, mais comme la voix qui avait arrêté la mort elle-même. Judith murmura de nouveau, plus fort cette fois, les larmes ruisselant sur ses joues. « Merci de m'avoir sauvé. » Et la foule, encore sous le choc, se pencha en avant, se demandant ce qui allait se passer ensuite. Le tribunal était plein à craquer. Chaque siège était occupé, chaque coin de rue bondé de gens pressés d'assister à l'affaire qui avait bouleversé le pays. Dehors, les cars de télévision bordaient la rue, les caméras crépitantes tandis que les présentateurs chuchotaient dans les micros. La nouvelle était partout. La milliardaire Judith Anderson était revenue d'entre les morts. Mari et médecin de famille arrêtés dans le cadre d'une conspiration choquante, Judith elle-même entra lentement, soutenue par Benjamin d'un côté et sa tante de l'autre. Son pas était hésitant, mais elle tenait la tête haute. Elle portait une robe noire simple, sans rien de son élégance scintillante habituelle, mais sa présence emplissait la salle. Des exclamations de surprise parcoururent la foule lorsqu'elle s'assit au premier rang, les yeux rivés sur l'accusé. William était assis dans le box des accusés, le visage pâle, le regard froid, le masque de chagrin qu'il avait porté aux funérailles avait disparu. Ses lèvres se courbèrent de dédain tandis qu'il jeta un regard à Judith. À côté de lui était assis le docteur David, la tête baissée, les mains tremblantes. La sueur noircissait sa chemise sous les lumières vives de la salle d'audience. La juge, une femme sévère aux cheveux argentés et aux lunettes pointues, frappait du marteau. Ce tribunal siège actuellement. Affaire opposant l'État à William Anderson et au docteur David. Accusation. Tentative de meurtre. Complot en vue de meurtre et faute médicale. Déclaration du procureur. Le procureur se leva, la voix ferme et tranchante. Monseigneur, ce que nous avons devant nous n'est pas une simple affaire de cupidité. C'est le complot impitoyable d'un mari qui cherchait à enterrer sa femme vivante avec l'aide d'un médecin qui avait trahi son serment. Leur objectif était de s'emparer de son empire, de milliards d'actifs, des entreprises qui nourrissent les familles de tout le pays. Sans le courage d'un seul homme, cette cruauté aurait été scellée sous terre, murmura la foule. Beaucoup jetèrent un coup d'œil à Benjamin, assis silencieusement aux côtés de Judith. Son manteau était lavé, sa barbe peignée, mais son visage portait encore les cicatrices des épreuves. Il baissa les yeux, mal à l'aise face à cette attention soudaine. Le procureur se tourna vers Williams. « Niez-vous avoir comploté pour empoisonner votre femme avec un composé à action lente conçu pour simuler la mort? Niez-vous avoir ordonné à ce médecin de déclarer sa mort prématurément et de précipiter son enterrement ?» Williams se pencha en avant, la voix froide. « Je nie tout. Ce ne sont que des mensonges inventés par un vagabond fou et une femme trop faible pour comprendre la défaillance de son propre corps. Ma femme était déjà mourante. Je l'ai simplement acceptée. » Judith serra les mâchoires. Elle se leva brusquement, la voix tremblante de rage. « Menteur !» s'écria-t-elle. « Regarde-moi, Williams. Tu as mis du poison dans ma nourriture. Tu as forcé mon médecin,
mon ami, a juré que j'étais morte. Vous avez essayé de m'enterrer vivante comme un déchet. Le juge donna un coup de marteau brutal. À l'ordre au tribunal, mais l'électricité dans l'air était incontrôlable. Le procureur a sorti une petite fiole scellée dans un sac à preuves. Seigneur, elle a été récupérée dans la seringue retrouvée près de la tombe. L'analyse prouve qu'il s'agit d'une toxine paralysante capable de ralentir le rythme cardiaque donnant l'impression que la victime est morte. Seul un médecin qualifié pouvait confirmer la vie. Et pourtant, ce médecin a signé un certificat de décès. Tous les regards se tournèrent vers le docteur David, le visage déconfit. Il sanglotait ouvertement, ses mots s'échappant. J'étais forcé, il m'a menacé. Williams a dit que si je ne l'aidais pas, il me ruinerait. Il a dit que je perdrais mon hôpital, ma famille. Je le jure, j'ai signé uniquement par peur. Le visage de Judith s'assombrit. Peur. Tu l'as laissé me mettre dans un cercueil. Tu les as laissés m'enterrer. Tu as trahi ton serment et moi. Le docteur David enfouit son visage dans ses mains. Pardonne-moi, Judith. Pardonne-moi. Le procureur s'est tourné vers le juge. Monsieur, nous avons le poison, nous avons la seringue, nous avons le témoignage de la victime elle-même et nous avons le témoin, l'homme qui a risqué sa vie pour dire la vérité. Benjamin se figea lorsque le procureur fit un geste de la main vers lui. Toute la salle d'audience se tourna vers lui. Des murmures s'élevèrent. C'est le sans-abri. Le mendiant qui a empêché les funérailles. Le juge acquiesça. Monsieur Benjamin Okoro, veuillez avancer. Benjamin se leva lentement, chaque pas résonnant dans le silence de la salle. Il s'arrêta à la barre des témoins, ses mains rugueuses agrippant la rampe en bois. Le serment fut lu. Il jura d'une voix basse mais assurée. Le procureur se pencha vers lui. Monsieur Okoro, dites à la cour ce dont vous avez été témoin. Benjamin leva la tête, scrutant la cour du regard. Il déglutit difficilement. Puis sa voix résonna calme, mais chargée de vérité. La veille de l'enterrement, j'étais sous le pont, là où je dors. J'ai entendu une voiture garée non loin. Il y avait 2 hommes à l'intérieur, Williams et le docteur David. Ils se disputaient. J'ai entendu Williams dire que le poison avait fait effet, qu'elle avait déjà froid. Demain, on l'enterra avant que quiconque ne s'en doute. Le médecin a dit qu'il avait peur, mais Williams lui a dit, fais ce que je te dis, sinon tu perdras tout. La foule a de nouveau éclaté. Le juge a crié, silence. La voix de Benjamin s'est faite plus forte. J'ai su alors que si je ne parlais pas, il l'enterrait vivante. J'ai attendu au cimetière. Quand ils ont apporté son cercueil, je les ai suppliés d'arrêter. Ils m'ont traité de fou, mais j'ai vu ses doigts tressaillir. Je ne pouvais pas les laisser la descendre. Il marqua une pause, les yeux humides. J'ai perdu ma femme et ma fille il y a des années. J'étais impuissant à ce moment-là, mais pas cette fois, pas une fois de plus. Le silence était pesant dans la salle, rompu seulement par les sanglots discrets de quelques femmes dans la galerie. Les yeux de Judith se remplirent de larmes. Elle murmura, « Que Dieu te bénisse, Benjamin. » L'avocat se leva d'un ton moqueur. Alors, devons-nous croire la parole d'un mendiant, d'un homme qui dort sous les ponts? Comment savoir s'il n'a pas imaginé ces mots? Comment savoir s'il n'a pas été payé par les ennemis de mon client pour semer le chaos? La mâchoire de Benjamin se crispa. Il se redressa. Je suis peut-être pauvre, je dors peut-être dans la rue, mais je ne mens pas. Je n'ai rien à gagner, juste la vérité à dire. La juge se pencha en avant, le visage sévère. Le témoin a parlé avec courage. Que le tribunal évalue ses propos au regard des preuves. Williams frappa à la table du box. Ils mentent tous. Mais sa voix se brisa, désespérée, rauque. Le marteau frappa à nouveau. Ordre. À mesure que le procès avançait, une vérité s'imposait. Le masque de Williams était tombé. L'empire dont il rêvait lui échappait. Et Benjamin, l'homme qu'il n'aurait jamais remarqué à ses jours les plus riches, était désormais la clé de sa chute. Alors que Judith était assise, la main serrée sur celle de Benjamin, une nouvelle pensée s'alluma dans le cœur de tous les spectateurs. Peut-être n'était-ce pas seulement sa résurrection, mais aussi la sienne. Le procès de la vérité avait commencé et rien ne serait plus pareil.
Le procès s'étendit sur plusieurs jours. Chaque matin, la salle d'audience débordait de journalistes, de magnats des affaires et de simples citoyens venus simplement voir Judith Anderson en chair et en os. Chaque soir, les gros titres de la presse nigériane faisaient la une des journaux, de la tombe à la salle d'audience annonçant le retour choquant de Judith. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Williams était assis, raide, ses costumes autrefois impeccables froissés, les yeux injectés de sang après des nuits blanches. Fini l'homme d'affaires au discours mielleux que le public admirait autrefois. Il ressemblait à un animal en cage, arpentant la pièce en grognant dès qu'un témoin parlait contre lui. Le docteur David, en revanche, s'affaiblissait à chaque séance. Il évitait le regard de Judith, les épaules courbées comme s'il portait le poids de sa trahison. Parfois, il murmurait des prières, les doigts tremblants, dès qu'une preuve se présentait. Le 4e jour, le procureur a cité un nouveau témoin, le chauffeur personnel de Judith, Tchek. Un homme imposant au regard honnête, il s'est avancé à la barre, la voix posée. « Monsieur, a-t-il commencé, la nuit où madame s'est effondrée, je l'ai conduite à l'hôpital. Elle avait du mal à respirer. Mais arrivé à la porte, le docteur David m'a dit de partir, qu'il s'en occuperait en privé. Je l'ai supplié de rester. Il a refusé. 2 heures plus tard, il nous a annoncé sa mort. Le tribunal est resté bouche bée. Judith se couvrit la bouche, les larmes ruisselant sur ses joues. Tchek baissa la tête. Je savais que quelque chose n'allait pas. Madame était faible, mais pas encore partie. J'aurais dû lutter plus fort. Le procureur acquiesça. Vous confirmez donc, monsieur Tchek, que le docteur David a insisté sur l'isolement et n'a accordé aucune place à un second avis? Oui, monsieur. La défense s'est débattue. Son dossier s'effondrait tel un mur de sable sous la pluie. Le toxicologue est ensuite venu présenter des graphiques et des diapositives. La substance trouvée dans la seringue s'appelle tétrodoxine. À faible dose, elle stimule la mort, ralentit le rythme cardiaque, paralyse les muscles, masque la respiration. Sans équipement de pointe, on aurait facilement pu confondre la victime avec un cadavre. C'était intentionnel. Ce n'était pas un accident. Le silence retomba dans la salle. Le poids des preuves pesait sur chacun. Finalement, le juge se tourna vers Williams. Monsieur Anderson, vous avez entendu les accusations, les témoignages, les preuves scientifiques. Avez-vous quelque chose à dire avant que ce tribunal ne rende son jugement? Williams se leva lentement, le visage déformé, ni fureur, ni désespoir. Sa voix se brisa en parlant. Oui, j'ai quelque chose à dire. J'ai aimé Judith autrefois, mais elle aimait ses entreprises plus que moi. Tout tournait toujours autour de son empire, de ses milliards, de son pouvoir. Que étais-je? Une ombre dans sa maison, un mari de nom seulement. J'étais censé partager sa gloire, et pourtant elle me traitait comme un serviteur. Judith tressaillit comme frappée. Le public murmura stupéfait. La voix de Williams s'éleva, ses poings tremblaient. Alors oui, je voulais tout. Je voulais ce qui m'appartenait. Si elle devait mourir pour que je vive en tant que roi, qu'il en soit ainsi. Le chaos s'installa. Des cris, des halètements, des hurlements d'indignation emplirent la salle d'audience. La juge frappa furieusement de son marteau. À l'ordre, à l'ordre. Les larmes de Judith coulaient à flots. Elle se tenait là, tremblante, mais forte. Sa voix surplombant le vacarme. Espèce d'idiot. L'amour ne se vole pas. Le respect ne s'impose pas. Tu avais toute ma confiance, ma maison, ma vie. Mais ta cupidité t'a noyé. Tu as essayé de me tuer, et maintenant tu t'es suicidé. Les yeux de Williams brûlaient de folie. Je ne regrette rien, rugit-il, la salive résonnant. Les gardes se précipitèrent alors qu'il tentait de franchir le quai en bondissant. Il le maintint au sol, ses chaînes claquant dit qu'il hurlait des jurons. Le docteur David éclata en sanglots et s'effondra sur le sol du box des accusés. Pardonnez-moi, monseigneur. Pardonne-moi, Judith. J'ai trahi tout ce que j'avais juré d'être. Je mérite la mort. Le marteau du juge tonna. Un silence tendu s'abattit sur la salle. Sa voix était ferme, inébranlable. Ce tribunal en a assez entendu.
William Sanderson, vous êtes coupable de tentative de meurtre, de complot en vue de meurtre et de cupidité extrême. Vous êtes condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec travaux forcés. Que tes chaînes te rappellent la vie que tu as tenté d'enterrer. William hurla tandis que les gardes l'emmenaient. Sa voix résonnant. Elle aurait dû être à moi, rien qu'à moi. Le juge s'est tourné vers le docteur David. Et vous, docteur David, à qui l'on a confié la vie, mais qui semait la mort, votre trahison de votre serment est impardonnable. Ce tribunal vous condamne également à la réclusion à perpétuité. Tu ne tiendras plus jamais la vie d'autrui entre tes mains. Le docteur David s'est effondré sur sa chaise, trop brisé pour résister tandis que la police l'emportait. Le marteau a frappé une dernière fois. L'audience a été levée. La salle a éclaté tantôt en applaudissements, tantôt en pleurs, tous vibrant du poids de l'histoire. Les journalistes se sont précipités pour diffuser le verdict. Judith, épuisée, s'enfonça dans son siège. Son corps tremblait de soulagement et de douleur. Elle murmura « C'est fini ». Mais à côté d'elle, Benjamin se secouait doucement la tête. « Non, madame, ce n'est que le début. Vous avez retrouvé votre vie, et maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire ?» Elle se tourna vers lui, le regard doux, les lèvres tremblantes de gratitude. « Je ne serai pas là sans toi. Tu n'as ni foyer ni repos. Et pourtant, tu m'as donné les deux. Benjamin, tu m'as sauvé. » Benjamin détourna le regard, la voix basse. « J'ai seulement fait ce que je n'avais pas réussi à faire auparavant. Ma femme et ma fille, je les ai laissés tomber. Mais cette fois, je ne pouvais pas échouer. » Judith lui toucha la main, ferme et chaleureuse. « Tu n'as pas failli. Tu étais mon miracle. » Autour d'eux, les gens se rassemblaient, essayant de serrer la main de Benjamin, lui tapant dans le dos, le félicitant. Il était resté invisible pendant des années, une ombre dans les rues. Maintenant, il se tenait dans la lumière, l'homme qui avait empêché un enterrement, l'homme qui avait sauvé un milliardaire. Judith se leva, lui tenant toujours la main. « Tu ne retourneras pas sur le pont ce soir, dit-elle fermement. À partir de ce jour, tu marcheras à mes côtés. Si je revis, alors tu revivras aussi. » La gorge de Benjamin se serra. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais il hocha la tête en silence. Pour la première fois depuis des années, il se sentait entendu, et tandis qu'ils quittaient la salle d'audience ensemble, Judith, sa tante et Benjamin à ses côtés, la foule dehors rugissait comme une tempête. Les flashs des appareils photo s'allumaient. Les voix scandaient son nom. Benjamin. Benjamin, l'homme.